Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Au bout de la rue Guénégaud, lorsqu'on vient des quais, on trouve le passage du Pont-Neuf, une sorte de corridor étroit et sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de Seine. Ce passage a 30 pas de long et 2 de large, au plus. Il est pavé de dalles jaunâtres usées, descelées, suant toujours une humidité âcre. Le vitrage qui le couvre, coupé à angle droit, est noir de crasse. Par les beaux jours d'été, quand un lourd soleil brûle les rues, une clarté blanchâtre tombe des vitres sales et traîne misérablement dans le passage. Par les vilains jours d'hiver, par les matinées de brouillard, les vitres ne jettent que de la nuit sur les dalles gluantes, de la nuit salie et ignoble. À gauche se creusent des boutiques obscures, basses, écrasées, laissant échapper des souffles froids de caveaux. Il y a là des bouquinistes, des marchands de jouets d'enfants, des cartonniers dont les étalages gris de poussière dorment vaguement dans l'ombre. Les vitrines, faites de petits carreaux, moirent étrangement les marchandises de reflets verdâtres. Au-delà, derrière les étalages, les boutiques pleines de ténèbres sont autant de trous lugubres dans lesquels s'agitent des formes bizarres. À droite, sur toute la longueur du passage, s'étend une muraille contre laquelle les boutiquiers d'en face ont plaqué d'étroites armoires. Des objets sans nom, des marchandises oubliées là depuis 20 ans, s'y étalent le long de minces planches peintes d'une horrible couleur brune. Une marchande de bijoux faux s'est établie dans une des armoires. Elle y vend des bagues de 15 sous, délicatement posées sur un lit de velours bleu, au fond d'une boîte en acajou. Au-dessus du vitrage, dans la muraille monte, noire, grossièrement crépie, comme couverte d'une lèpre et toute couturée de cicatrices. Le passage du Pont-Neuf n'est pas un lieu de promenade. On le prend pour éviter un détour, pour gagner quelques minutes. Il est traversé par un public de gens affairés, dont l'unique souci est d'aller vite et droit devant eux. On y voit des apprentis en tablier de travail, des ouvrières reportant leurs ouvrages, des hommes et des femmes tenant des paquets sous leurs bras. On y voit encore des vieillards se traînant dans le crépuscule morne qui tombe des vitres, et des bandes de petits-enfants qui viennent là au sortir de l'école pour faire du tapage en courant, en tapant à coups de sabot sur les dalles. Toute la journée, c'est un bruit sec et pressé de pas sonnant sur la pierre avec une irrégularité irritante. Personne ne parle, personne ne stationne. Chacun court à ses occupations, la tête basse, marchant rapidement, sans donner aux boutiques un seul coup d'œil. Les boutiquiers regardent d'un air inquiet les passants qui, par miracle, s'arrêtent devant leurs étalages. Le soir, 3 becs de gaz, enfermés dans des lanternes lourdes et carrées, éclairent le passage. Ces becs, je vais arrêter tout de suite, là, mais bon, on a compris c'était quoi. C'était le début du livre de Thérèse Raquin d'Émile Zola. Donc c'est quoi ce que je viens de lire là? C'est une description. C'est sur ce concept-là qu'on va se pencher aujourd'hui, la description. J'en avais déjà parlé dans l'épisode 37, là, où je parlais d'Antonioni plus que d'autres choses. Mais en réécoutant l'autre jour, je trouvais que j'expliquais bien mal le concept de description au cinéma puis de temps mort. J'arrêtais pas de me plaindre qu'il faisait chaud. Je sais pas si c'est ça qui faisait que j'étais tout croche cette journée-là, mais j'ai fait une couple d'erreurs d'inattention pendant le podcast. Puis en tout cas, ça fait 1 an de ça. Je suis devenu un peu meilleur à ce que je fais, coudonc. Puis là, bon, cet épisode-là va juste être un peu plus condensé, plus concis, plus clair. Le cinéma. Donc, comme je viens de montrer dans l'extrait que je viens de lire, on voit c'est quoi une description. En opposition, par exemple, à une séquence dans un livre de dialogue entre 2 personnages. Tu comprends? Ça, c'est une description. On décrit. C'est une description. C'est ça. Bon. La description, ça consiste en la description, ben oui, mais en l'explication, en l'énumération de faits, on pourrait dire même en la monstration, j'oserais dire, là, juste pour l'argument, là, juste pour le bien de mon explication, en la monstration, en l'énumération, la description d'un moment dans une histoire. La particularité d'une description dans un roman, c'est que l'histoire est mise en pause. Quand le narrateur décrit le passage du Pont-Neuf dans Thérèse Raquin, il n'y a rien qui se déroule dans le temps.
L'histoire fait du surplace. Tout ce qui se passe, c'est une description, puis une description est toujours, ou presque, dans un temps suspendu. Donc voilà. Je dis ou presque, parce que quand je parle de la suspension du temps, là, il peut avoir description sans que le temps de l'histoire s'arrête. Une description n'arrête pas nécessairement le temps de l'histoire. Donc on a compris là, que dans la description que je viens de lire là, il n'y a rien. L'histoire est sur pause. Le narrateur de l'histoire ne fait que décrire le passage du Pont-Neuf. Le temps est arrêté. Mais c'est pas, ça existe des descriptions où le temps ne s'arrête pas, le temps continue. Donc il y a deux types de descriptions. La distinction à faire, c'est qu'il existe la description explicite, puis la description tacite. L'extrait avec lequel je suis parti, c'est une description explicite. Ça décrit explicitement, il n'y a rien d'autre qu'une description qui est atemporelle. Le temps est suspendu dans ce cas-là. Donc, on a affaire à une description explicite dans ce cas-là. Mais une description tacite, par exemple, pour vous montrer un exemple, ce serait par exemple, là, au milieu d'un dialogue, comme on a ici, là, il y a le personnage de Camille qui parle à son ami Laurent, il dit... alors, c'est un drôle d'exemple, là, mais en tout cas, je l'ai comme pogné sur le fly. Il dit à Laurent, alors, lui dit-il, il y a eu comme ça des femmes qui ont retiré leur chemise devant toi? Mais oui, répondit Laurent en souriant et en regardant Thérèse qui était devenue très pâle. Ça doit vous faire un singulier effet, reprit Camille avec un rire d'enfant. Moi, je serais gêné, blablabla. Bon, on a compris. Mais tu vois, la description ici tacite, elle se trouve dans le... Mais oui, répondit Laurent en souriant et en regardant Thérèse qui était devenue très pâle. Donc on voit qu'il y a quand même une description ici, mais qui est sous-jacente, qui est sous-entendue. On passe par-dessus rapidement, le temps de l'histoire continue. Il n'y a pas d'arrêt dans cette description-là. Donc on a affaire à une description tacite. Tacite, là, c'est exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire sous-entendu, silencieuse, qui passe sous le radar un petit peu. Un homme taciturne, c'est un homme qui parle pas, qui est là, qui est assis sur son siège, fume sa petite pipe, puis il dit pas grand-chose. Ça vient de la même racine. Taciturne, tacite. Bon. Donc c'est ça. Dans une description tacite, finalement, il n'y a pas de détails qui sont marqués d'une importance particulière. Là. On continue. Dans le cas de la petite discussion là, que je viens de parler entre Laurent puis Camille, savoir ce qui se passe explicitement autour d'eux autres, c'est pas important. À l'opposé de la description avec laquelle j'ai commencé le podcast au début du roman, le narrateur tente par tous les moyens de tout décrire. Tout, il passe 6 pages à décrire tout. Mais il essaye de décrire tout, il essaye. Donc voilà pour les premières notions à comprendre, là, description explicite puis description tacite. Autre précision pour avoir toutes les notions en main là, avant de continuer, je vais préciser quelque chose. Au début du siècle passé, il y avait les formalistes russes tels que Vladimir Prop puis d'autres bonhommes dont le nom ne m'est pas en tête. Vladimir Prop, en tout cas, ça a été un des premiers à se pencher sur l'étude du récit, ce qu'on a fini par appeler plus tard la narratologie. C'est Fedan Tedorov qui a appelé ça la narratologie, littéralement l'étude du narratif. Vladimir Prop avait pensé à 2 concepts pour comprendre le récit. 2 concepts qui sont le fabula et le sujet. Bon, c'est juste 2 mots fucked up pour dire finalement le fabula c'est l'histoire, puis le sujet c'est la manière avec laquelle l'histoire est racontée. Autrement dit, le fabula c'est l'histoire représentée, c'est le contenu narratif, alors que le sujet c'est comment elle est représentée. Le sujet c'est le discours narratif. C'est finalement un peu le contenant, on pourrait dire. Pour avoir une dichotomie bien claire, là, il y a le contenu puis le contenant. Ça ressemble un peu là, finalement au couple signifiant-signifié du signe. Là. C'est un peu le même principe. Donc, par exemple, le fabula du film Titanic, c'est l'histoire de Jack et Rose qui se naissent pendant le naufrage du dit bateau, le Titanic.
Puis le Suzette, ben, c'est le film de 3h15 avec un certain montage, avec un certain choix de plan, avec une mise en scène. C'est ça, c'est le Suzette, tu comprends? Le bateau, il se naille pendant... Dans la vraie vie, il s'est naillé pendant 2 heures, 2 heures à peu près. Dans le film, il se naille pendant peut-être un bon 2 heures, peut-être même plus que ça. Chris, c'est long, ce type de naufrage-là. C'est un film que j'haïs. En tout cas, ça pour dire qu'on comprend, le Suzette, c'est le film en tant que discours, puis le Fabula, ben, c'est l'histoire dans le film. Donc, quand je dis que lors d'une description explicite, le temps de l'histoire est mis sur pause, c'est le Fabula qui est mis sur pause. Le Suzette, lui, il continue. Tu comprends? Le Fabula, c'est le contenu de l'histoire. Dans une description explicite, le Fabula est mis en pause. Le narrateur va continuer de narrer un discours narratif, mais l'histoire en tant que contenu narratif, en tant que ce qui est à l'intérieur du récit, lui, il n'avance plus. Le temps de l'histoire est sur pause, mais le narrateur continue de décrire. C'est ça en quoi consiste une description explicite, avec les termes de Fabula Suzette. Dans une description tacite, le temps de l'histoire, le Fabula, et le temps du récit, le Suzette, continue d'aller au même rythme. Tu comprends? Dans une description tacite, le Fabula et le Suzette continuent d'avancer en même temps. On n'arrête pas. Donc, voici pour la brève précision là, du couple Fabula-Suzette. C'est quand même utile d'avoir ça en tête. Donc, tout ça pour expliquer, c'est quoi une description dans un livre? Bon, voilà, c'était ça. C'est ça une description dans un livre. Mais c'est quoi une description au cinéma? Est-ce que c'est même possible d'avoir une description au cinéma? Il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui. Mais c'est surtout de savoir comment ça marche. Je pense que oui, là, bien évidemment, ça se peut. Mais c'est de savoir comment ça s'opère. Une description explicite, on peut avoir une description explicite au cinéma. Une description tacite semblerait que oui. Bon, on continue. L'affaire, c'est qu'un livre et un film, c'est pas pantoute le même médium. Ça marche bien différemment, c'est évident. On peut bien raconter la même histoire dans un livre puis dans un film, mais la manière de le raconter, l'histoire, le Suzette va changer, c'est un maudit temps. Le Suzette littéraire, le Suzette cinématographique n'est pas du tout pareil. Il n'y a pas d'équivalent, par exemple, entre une phrase puis un plan, ou un paragraphe puis une scène, ou une page puis une minute. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas d'équivalent. Le narrateur d'un livre est bien différent du narrateur cinématographique. Dans mon extrait de Thérèse Raquin, l'extrait complet fait littéralement 6 pages. 6 pages pour décrire une ruelle. C'est long. Dans un film, en seulement 10 secondes, on aurait pu tout montrer ça. Puis même, en moins de 10 secondes, on aurait pu tout montrer cette ruelle-là. Puis même qu'on aurait montré plus. Parce qu'un plan dans un film montre beaucoup plus que 6 pages dans un livre. Dans le livre, par exemple, on ne sait pas la grandeur, l'âge des petits écoliers qui sortent de l'école, ou même la couleur du linge des gens qui passent vite dans la ruelle. Tandis que dans le film, ben, tous ces détails-là, on pourrait les voir. Bien qu'ils soient pas soulignés, ils seraient là. Donc, force est de constater que si un film avait la même tâche descriptive à rendre, elle le rendrait d'une manière beaucoup plus détaillée que dans un livre. Le film décrit toujours plus, même si c'est toujours de manière tacite, parce que le rythme du film avance toujours, on revient à ça. Tacite parce que rien n'est souligné, tout passe, tout continue d'avancer. C'est ça le propre d'un film, c'est c'est très difficile de le mettre sur pause. Le livre, lui, il y a moins de contenu descriptif, même quand c'est explicite. Puis en pause pendant plusieurs pages. Le film décrit donc plus pleinement, mais moins précisément, alors que le livre décrit moins pleinement, mais plus précisément. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toujours un espèce de gap là, dans l'appréciation d'un film après avoir lu un livre. Parce que dans le livre laisse beaucoup plus de trous descriptifs. Le film, lui, laisse aucune place à l'imagination du spectateur pour qu'il, finalement, remplisse les trous. Il n'y a pas de trous dans un plan au cinéma, tu sais. Donc, si un film avait à faire là, la scène, la description que j'ai lue de Thérèse Raquin,
Est-ce que ce serait une description explicite pour autant? Pas sûr. Pas sûr. À tout le moins, si oui, comment? Bon. Un film est naturellement toujours en constant mouvement vers l'avant. Le temps de l'histoire, dans un film, le fabula, avance toujours. Même si on fait un flashback, le film continue d'avancer après la coupure, puis continue d'aller vers l'avant. Mais ça va être dans le passé, dans le cas d'un flashback. Donc la question de la description au cinéma se pose ainsi. Le cinéma, un film, peut-il être mis sur pause? À la manière d'un livre qui peut décrire explicitement pendant 6, 10 ou 30 pages, un film peut-tu décrire sur pause pendant aussi longtemps? Autrement dit, est-ce que le fabula peut s'arrêter sans que le Suzette, lui, s'arrête? Est-ce que le Suzette peut agir seul et envers lui-même? For its own sake, comme on dirait en anglais. Bon, nous autres, on pense que oui. Mais là, c'est savoir comment. Bon, ben il y a 3 options qui se font au cinéma. Les 2 premières, on va les passer vite. La troisième est la plus intéressante. On va commencer par la première. La première option, là, pour que... Là, on cherche à savoir, je rappelle, comment la description fonctionne au cinéma. Comment le fabula d'un film peut s'arrêter alors que le sujet peut continuer. Est-ce qu'on peut arrêter le temps de l'histoire alors que le temps du récit, lui, continue? Il y a 3 options. La première, c'est l'arrêt sur image. Comme on dit, le freeze frame. L'histoire arrête, le narrateur continue de raconter ce qui se passe. Le fabula est littéralement sur pause. Le sujet, lui, continue. C'est une option un peu dolle qui revient finalement là, à une description relative à l'audio, parce que ça va être un narrateur qui va continuer de parler par-dessus, ou il va y avoir de la musique, ou bon, je sais pas. Puis, autrement, ben, c'est un procédé qu'on voit pas bien souvent, qu'on n'a pas non plus tant vu souvent dans l'histoire du cinéma, sauf sous le mode le pastiche. On pourrait pas avoir un freeze frame de 5 minutes avec, tu sais, rendu là, on aurait à faire une description de photographie, puis l'essence même du cinéma serait comme remise en question. Il n'y aurait plus beaucoup de cinéma là-dedans, tu sais. Donc, c'est la première option. La deuxième option, c'est ce qu'on appelle un establishing shot. C'est les plans qu'on voit avant les scènes, au début des films. Là. C'est des plans de skyline de la ville de New York, là, par exemple. C'est des plans où le fabula n'est pas encore commencé. Ou s'il est en transition, ben, s'il y a un establishing shot en transition, ben, il y a comme un mini temps mort, finalement. Là, mais bon. C'est ça. Le sujet roule. Puis le plan, lui, le fabula est arrêté. C'est la deuxième option. Comme le freeze frame, tu peux pas avoir un establishing shot de trop longtemps, parce que ça sert pas à ça. Là. Ça sert à introduire rapidement. Là. Ça a une fonction narrative très précise. Un establishing shot. D'autant plus qu'aujourd'hui, à part dans les séries cheap d'Amazon ou de Crave, là, le spectateur contemporain a plus tant besoin d'un establishing shot pour savoir où c'est qu'on en est. Puis l'establishing shot, comme je dis, une justification narrative bien importante. Ce qu'on ne retrouve pas dans la troisième et dernière option, qui est la plus intéressante, parce que c'est là qu'on tombe dans un registre esthétique bien important, puis non sans conséquences théoriques. C'est le temps mort. C'est le réel temps mort. Là. C'est lui c'est le temps mort du fabula. C'est là où le sujet demeure seul, sans sujet, même sans objet, on pourrait quasiment dire, même si la caméra filme quand même tout le temps quelque chose. Le temps mort, là, c'est presque de l'anti-récit. Il reste plus rien, sauf un film. C'est un cinéma, finalement, qui se regarde cinématisé tout seul. Il y a littéralement plus d'histoire, puis c'est là, parce que c'est là où Antonioni arrive dans le portrait. Michelangelo Antonioni, réalisateur italien, plus grand réalisateur italien de tout temps, était le maître du temps mort, rien de moins. La fin de son film, L'Éclissé, est le meilleur exemple où la fin du film consiste en 7 minutes 30 de rien. Un temps mort de 7 minutes 30 où il n'y a rien absolument qui se passe. C'est réellement du génie pour de vrai. C'est un film qui se débarrasse de tout, sauf de ce qui le rend cinématographique.
je ne vais pas vous montrer la fin de l'éclissé, vous irez le voir. Mais je vais vous montrer un court extrait tiré de Profession Reporter où on voit clairement comment Antonioni orchestre un temps mort, comment tu vois le Fabula prendre le bord, et où il reste que le Suzette. C'est finalement une caméra là, qui finit par filmer tout seul. Donc je vais la mettre, puis comme ça, je crois, ici. Check la caméra. Ah, des câlisses. Temps mort. Direct. Qu'est-ce qui se passe? C'est du Suzette pur, là. Bon. Non, mais c'est incroyable quand même. Voilà. C'est ça. C'est pas on n'a pas affaire à un establishing shot, puis on n'a pas affaire non plus du tout à un freeze frame. D'ailleurs, Seymour Chapman dans cet article ici que je mets dans le drive, si ça vous tente de lire, parlait, elle, de désestablishing shot, qui trouve une belle manière de parler d'Antonioni. C'est tout le génie d'Antonioni de faire tant avec rien, ou de faire rien avec du temps, finalement, ou de rendre à rien le temps, de rendre le temps à rien. En tout cas, de faire du temps mort. Allez voir ces films, d'ailleurs, ils sont tous excellents. Donc voilà, le temps mort. Et je vais pas manquer de batterie, fait que je ferai ça vite. Le temps mort, c'est la description au cinéma. C'est la meilleure manière, la manière la plus géniale que le cinéma a trouvé. Antonioni, merci, pour faire de la description explicite. C'est sérieusement intéressant parce que c'est une négation du récit totalement. Je trouve qu'il y a de quoi il y a de quoi aller chercher là pour de vrai. Un temps qui est atemporel. On est dans la potentiality as impotentiality. En tout cas, on reviendra peut-être à ça dans un autre épisode. Là. Mais en tout cas, j'aime bien cette idée-là. Il y a de l'anti-pouvoir là-dedans. Il y a comme du Bartleby là, qui prefer not to. Il dit non, moi, fuck le film, fuck ce qui est dans. Fuck l'histoire, moi je continue de filmer tout seul. C'est ça, Antonioni, c'est incroyable. Puis même lui, il disait là, des affaires de même. Là. Lui, il dit le moment le plus intéressant dans un film, c'est quand que la caméra a continué de filmer juste un peu après que. Dans le fond, le moment le plus intéressant pour Antonioni, c'était quand que les acteurs arrêtaient de jouer, après la cut. T'sais. Il faisait toujours continuer sa caméra un petit peu. Donc, c'est ça. Le temps atemporel, le temps mort, la description. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous. Le cinéma, c'est bon pour la tête. Yes, sir. Bye!